Bienvenue à Scalpel sur le sel, un balado éducatif produit et réalisé par le Comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. Visitez notre site web à www.chirurgiequebec.ca. Mon invité cette semaine est le docteur André Bégin, qui est chirurgien hépatobiliaire à Sherbrooke. André a complété sa formation en médecine en 2004 à l'Université de Sherbrooke, sa résidence en chirurgie générale à l'Université de Sherbrooke en 2009. Il a ensuite complété un fellowship en chirurgie hépatobiliaire et pancréatique à l'Université de Montréal en 2009 et en 2010. André est également vice-président du comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie. André, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Alors, on est ensemble ce matin pour parler du cancer du pancréas. Donc, présentation clinique, investigation, traitement chirurgical, traitement médical, pronostic. Donc, on va faire un tour d'horizon en une trentaine de minutes. Si tu nous parlais d'abord un peu de l'épidémiologie du cancer du pancréas. Oui, bien, le cancer du pancréas, ça compte pour la 4e cause de décès par cancer. C'est environ 7% des décès par cancer. Puis le risque à vie de le développer est autour de 1,5%, ce qui donne une incidence de 10 à 15 cas par 100 000. Puis si on réfère ça à la population du Québec, c'est environ 1000 nouveaux cas par année. La présentation clinique du cancer du pancréas, là, on parle parce qu'il y a deux types, là, mais ce qu'on attend, le cancer de la tête du pancréas, c'est la présentation la plus fréquente. Oui, c'est sûr qu'on va se concentrer sur l'adénocarcinome du pancréas aujourd'hui, puis pas les autres sous-types de cancers qui sont moins fréquents. Pour la tête, le plus souvent, quand ils sont résécables, ça se présente dans le contexte d'une jaunisse, parce que si on n'a pas d'ictère, c'est la douleur à ce moment-là qui se présente, puis la douleur est souvent un signe tardif qui fait signe d'un cancer localement avancé. Donc malheureusement, la grande majorité des cancers se présentent non résécables d'emblée. OK. Donc, le patient qui se présente avec un ictère, donc, ce serait quoi le premier bilan à faire? Donc, le premier bilan à faire pour un patient avec ictère, outre le bilan sanguin de base, c'est-à-dire un bilan hépatique conjugué, non conjugué pour la bilirubine pour faciliter la prise en charge. Ensuite, c'est le scanner ou la tomographie axiale qui est le plus important, donc thoraco-abdominopelvien. Puis pour ce qui est de l'abdomen, c'est les coupes fines, 3 phases ou 1,25 mm. Parce que de loin, c'est l'examen le plus sensible pour les vaisseaux, puis bien voir s'il y a un encastrement ou encore un contact avec l'artère ou la veine qui sont évidemment nécessaires à la survie, donc il faut les conserver à la fin. Une fois le scan fait, je présume qu'on exclut la présence de cholédocholitiase ou autre. Là, on va fais-tu un écho quand même ou tu vas directement au scan? Ou... Ben, c'est sûr que la réalité de ma pratique, je reçois les patients, majoritairement sont référés par un gastro-entérologue ou un chirurgien à la base, puis là, le bilan fait par le médecin de famille a souvent compris l'échographie. Pour l'ictère, je suis évidemment d'accord. Souvent, c'est pas le même genre de présentation. On dit souvent un ictère indolore, perte de poids, homme, femme, 70 ans. C'est pas la même chose qu'un homme de 30 ans avec une douleur hypochondroïde qui vient à l'urgence. On a souvent une assez bonne idée tout de suite en partant de ce dans quoi on s'en va. OK. Outre le scan, si on parle, mettons, résonance magnétique, PET scan, écho-endo, ERCP, c'est quoi la place de ces examens-là? Il y a beaucoup de choses dans l'arsenal diagnostique. La résonance magnétique, c'est surtout un bon examen si on parle de kystes, si on parle de métastases pour lesquelles on a un doute au niveau hépatique. Pour ce qui est du pancréas, la résolution spatiale est un peu moins grande que celle de la tomographie axiale, puis en plus, la disponibilité est moins bonne, puis le coût est plus important. Donc, ça n'a pas une place pour tous les patients. Si on prend un patient qui a fait une pancréatite, puis là, on a un doute, on essaie de différencier pancréatite versus invasion néoplasique. Là, c'est un rôle intéressant, mais certainement pas à faire pour tous les patients avec un cancer du pancréas, la résonance magnétique. Ensuite, si on y va avec le TEP scan, c'est plus ou moins utile, sauf pour les métastases à distance, où si on a franchement un doute, mais faut pas le faire à tous les patients, ça c'est sûr. C'est pas nécessaire du tout. Ensuite, pour l'écho-endoscopie, là, la place est en redéfinition, surtout dans la dernière année, même, j'irais jusqu'à dire ça, parce que la place du néoadjuvant augmente beaucoup. Puis, si on donne du néoadjuvant, ça prend une pathologie. Donc, de là, la cytologie, puis l'importance de l'écho-endoscopie. Juste pour l'aspect diagnostic, image,
c'est pas nécessaire l'écho-endoscopie, ça ajoute assez peu au scanner, d'autant plus que là, c'est très opérateur dépendant, puis c'est pas des images que je peux voir moi-même en dynamique. Puis en chirurgie hépatobiliaire, on développe une connaissance assez approfondie du scanner à regarder, parce qu'il faut évidemment, comme plein d'autres cancers ailleurs, mais je les regarde de façon très attentive pour revoir les vaisseaux. Je préfère voir toutes mes images, puis les infos dans mes mains. Le RCP, je présume, pas vraiment sa place en diagnostic ou... Exact. Donc, en diagnostic, le RCP n'a pas sa place. Le RCP a sa place uniquement si on veut dériver les voies biliaires. Puis la seule place evidence-based, bien reconnue pour mettre une prothèse en pré-op, c'est la cholangite. Le reste, ça peut être, selon la discussion, ça dépend du délai opératoire, à quel point le patient a un prurite important, une dénutrition. C'est ces éléments-là qui vont nous faire choisir si on fait la prothèse ou pas. Mais Van der Gaag avait déjà publié, c'était à peu près en fin 2009, l'étude des Pays-Bas montrait clairement une augmentation des complications à la chirurgie de Whipple lorsqu'il y avait une prothèse par rapport à quand il n'y en avait pas. Est-ce que c'est encore une donnée qui est valable aujourd'hui? C'est encore une donnée valable qui fait que la prothèse, on la réserve aux patients qu'on peut pas opérer à court terme. Il faut bien réaliser que son étude à lui, c'était on met une prothèse puis on opère dans un mois versus on l'opère d'ici une semaine. Là, disons d'ici une semaine, en particulier avec notre délestage qui est même pas fini, c'est rarement réalisable actuellement, là. Mais quand même, ça doit être une discussion au cas par cas. À part le stent biliaire, la palliation du prurite, est-ce qu'il y a d'autres choses ou C'est la seule bonne chose, c'est-à-dire dériver les voies biliaires, donner de l'Atarax, puis des crèmes, puis du Benadryl. C'est correct, ça soulage le docteur, un petit peu le patient. L'efficacité est pas très bonne quand on a un ictère important avec un prurite. OK. Donc, si tu as un patient aujourd'hui là, en bonne santé, il y a un cancer de la tête du pancréas, quels sont radiologiquement les critères de non-résécabilité? Non, Absolu et relatif. en absolu, c'est les métastases à distance. Ça, c'est le plus facile. Donc, c'est la première chose à regarder. La deuxième chose sera les vaisseaux. Là, si on parle d'un cancer de la tête du pancréas, on regarde l'artère mésentérique supérieure. Il doit y avoir un encastrement artériel. Il faut pas qu'il soit là, en fait. Là. Il faut qu'il y ait au maximum un contact de moins de 180 degrés. Pour ce qui est de la veine, là, si on dit complètement non résécable, envahissement de plus que 2 cm avec une occlusion complète, ça va être non résécable, ou si c'est plus bas que la première jéjunale. Il y a aussi une question de hauteur pour l'accès chirurgical. Sinon, on est sous le mésocolon transverse, puis en bas de la première jéjunale, c'est extrêmement difficile de faire des résections veineuses à cet endroit-là par rapport à être vis-à-vis la veine splénique, où là, c'est plutôt aisé, puis ça va être même jusqu'à un cas sur 5 qu'on va aller faire une résection partielle de la veine. Donc là, c'est beaucoup plus fréquent, puis on est capable de faire ça. Donc, on regarde tous ces éléments-là, un à la suite de l'autre, c'est très important. À part les encastrements ou les atteintes vasculaires, en termes d'adénopathie loco-régionale, quand est-ce qu'on est en curatif, puis quand est-ce qu'on tombe en métastatique? Donc, si on parle du cancer de la tête du pancréas, c'est curatif si on part du tronc cœliaque vers la droite, si on veut schématiser ça de façon assez facile. Donc, l'artère hépatique commune, le pédicule hépatique, le duodéno-pancréatique, ça, c'est dans l'aire chirurgicale. Donc, ça, c'est correct. Si on dépasse à gauche du tronc cœliaque, là, on est rendu trop loin. C'est plutôt métastatique ou des ganglions infra, veine rénale ou interartico-cave à ce niveau-là. Il faut être extrêmement prudent puis regarder ça attentivement. Il n'y a aucune place pour le traitement à visée curative chez les patients oligométastatiques en 2021? C'est sûr qu'il y a eu quelques études qui sont plus de l'ordre de case report, mais non, c'est fait pas partie d'aucun algorithme en 2021 de traiter un patient métastatique d'un cancer du pancréas. La seule chose sur laquelle j'aimerais ça attirer ton attention, c'est le schéma qu'on a parlé de la tête surtout, mais le cancer du corps, s'il y a un envahissement du tronc cœliaque, ce n'est pas une non-réségabilité, puis ce n'est pas non curatif. C'est-à-dire qu'il est possible de réséquer le tronc cœliaque dans la mesure où l'artère gastro-duodénale est perméable, puis l'artère mésentérique supérieure l'est aussi, puis de bonne taille. Il va y avoir une inversion du flot, puis il va récupérer son artère hépatique via la gastro-duodénale. Ça s'appelle la procédure d'Appleby. Parce que ça fait quelques années quand même que c'est décrit, mais malheureusement, assez souvent, j'ai l'impression qu'ils peuvent nous glisser entre les doigts, ces patients-là, parce qu'ils ne sont pas envoyés croyant que c'est pas résécable par l'envahissement du tronc cœliaque. OK, donc finalement, le message serait là,
probablement de faire évaluer tous les patients, sauf ceux qui ont des métastases viscérales. Mettons métastases Exact. Moi, hépatiques ou pulmonaires. Là. tout à fait. Moi et mon collègue, là, à Sherbrooke, on est deux à faire de la chirurgie hépatobiliaire, puis on est très à l'aise à voir tous les patients sans problème. Là, on montre une grande disponibilité pour faire ça là, pour les patients qui nous sont référés. OK. Si on passe maintenant, donc, le même patient, bonne santé, qui a une lésion, un adénocarcinome ou une liaison dans la tête du pancréas, quelle est la place du traitement néoadjuvant? Bon, la place du traitement néoadjuvant, si on se replace en très, très actuel, on est en train de s'inscrire pour l'étude, entre autres, PAC-3. Puis c'est quoi l'étude PAC-3? C'est une étude qui est dirigée par le Mass General à Boston, qui va randomiser le FOLFIRINOX en néoadjuvant avec 8 cycles pré, réévaluation après 4 cycles, après 8 cycles, ensuite chirurgie, puis 4 autres cycles à la fin pour un total de 12, versus 12 cycles en néoadjuvant avec réévaluation à tous les 4 cycles, sur l'hypothèse que la survie va être supérieure. Puis ça, c'est pour tous les cas résécables. Donc, pas seulement les borderline résécables, qui voulaient dire un peu les contacts veineux artériels, qu'on allait vers le néoadjuvant parce que la chirurgie était plus risquée. Là, l'étude, c'est plutôt de les prendre au départ puis les mettre tous randomisables lorsqu'ils sont résécables. Pourquoi cette étude-là est en cours? Parce qu'évidemment, il y en a eu d'autres qui sont sortis. Dans la dernière année, il y a eu Pre-Op Pank 1 qui est sorti, qui est gemcitabine néo-adjuvant avec radiothérapie versus gemcitabine en adjuvant pour les résécables et les borderline. Puis ils font mieux avec les néo-adjuvants avec une survie médiane à 29,9 mois versus 16,8 mois. Donc, il y a une assez bonne différence. Ensuite, on sait bien que les patients en adjuvant sont pas toujours en forme en post-op. Ils partent avec un cancer du pancréas, ils ont perdu du poids, on fait une grosse chirurgie. En post-op, la chimio est difficile. Environ, c'est 50% des patients qui vont se rendre à la fin de leur traitement adjuvant. Donc, on sait qu'on réussit pas nécessairement à faire tout le traitement. Ça, c'est une des prémices de faire le traitement avant, en plus de tester la biologie de la tumeur. Mais on sait bien que il va y avoir un certain pourcentage de patients qui vont progresser puis qui se rendront non résécables à cause du néoadjuvant. Puis on juge cette proportion-là avec les deux études faites avec gemcitabine puis les platines. L'une était avec de l'oxaliplatine puis l'autre avec du cisplatin. 11 puis 23% qui sont devenus non résécables, même si on les jugeait résécables d'emblée. Puis en plus, il y avait eu une laparoscopie diagnostique pré-néoadjuvant. Par contre, la majorité des experts ont tendance à croire que ce pourcentage de patients-là, c'est ceux qui auraient récidivé précocement de toute façon. Okay. On préfère prendre, en tout cas, ma vision, c'est j'aime mieux voir ça en intention to treat, de sorte que, tu sais, oui, on peut en perdre quelques-uns, mais si l'intention to treat, on regarde la survie est supérieure, je suis très favorable au néoadjuvant. En acceptant le fait que tu disais peut-être jusqu'à quasiment un quart des patients, peut-être? Oui, jusqu'à 23% des patients dans une des études là, qui étaient devenus non résécables pendant le néoadjuvant, mais en intention to treat, ils ont quand même démontré une augmentation de la survie. Mais okay. Tout ça, c'est un peu là où est le questionnement. Puis quand tu parles de réévaluation en cours de protocole, j'imagine que c'est un scan thorax abdo-pelvien au 4 cycles. Au 4 cycles, donc c'est un peu comme le FOLFOX. Si on veut le FOLFIRINOX modifié, là, c'est 2 semaines chaque fois, donc environ 2 mois, on refait une évaluation, voir où en sont les patients. Puis pourquoi le FOLFIRINOX? Ben, c'est parce que ça a été bien démontré que c'était supérieur, le FOLFIRINOX, à la gemcitabine en adjuvant par l'étude Prodige 24, qui montrait une survie médiane à 54,5 mois versus 35. Puis, quels seraient les critères à ce moment-là de sortir du protocole? C'est s'il y a une quelconque progression ou... C'est une bonne question. C'est pour la recherche qu'on fait le scan? Oui, mais c'est sûr que si ça progresse, là, on est dans le trouble, puis là, il faut décider qu'est-ce qu'on fait avec ce patient-là. Tu sais, est-ce que ça progresse, il est encore résécable, on le résèque, ou est-ce que on change de protocole de chimio? En absolu, la meilleure réponse, c'est difficile à dire. C'est sûr que si on se base sur ce qu'on connaît des autres cancers aussi, c'est jamais très tentant d'opérer des patients qui progressent, sachant que notre survie va être grandement diminuée. Tu parlais de protocole de recherche, mais en pratique, actuellement, donnez-vous de la chimiothérapie néoadjuvante? Notre place, tout de suite, là, hors de ce protocole-là, on le donne à tous les contacts vasculaires significatifs. OK. Donc, même s'ils sont résécables, exemple, un contact de veine mésentérique supérieure de 180 degrés sur 1 cm,
techniquement, c'est faisable, mais on l'envoie en néoadjuvant. Là, vous allez donner quoi, vous, aujourd'hui? On donne du Folfirinox, on donne 8 cycles, puis on fait la biopsie en écho-endo avant. Évidemment. Okay. On a déjà donné dans les dernières années de la radiothérapie. Là, je dirais que la place de la radiothérapie avec les protocoles en cours est un peu en train de disparaître. À tout le moins, c'est notre opinion locale. Là. On donne moins de radiothérapie pré-op dans ce contexte-là. Le balado se poursuit dans quelques instants. Le contenu de Scalpel sur le sel est présenté à des fins éducatives. Nous n'offrons pas de conseils spécifiques aux patients. Nous vous encourageons à contacter votre médecin. Votre comité de DPC vous donne rendez-vous du 28 au 31 mai 2026 à l'hôtel Bonaventure à Montréal pour le 56e congrès annuel de l'Association québécoise de chirurgie. Les thèmes du congrès, endoscopie et sein. À bientôt. Alors, nous sommes de retour avec Dr André Bégin de Sherbrooke. André, on a parlé avant la pause là, du néoadjuvant. Une fois que c'est fait, on s'en va en chirurgie. Quels sont on s'entend que pour la communauté chirurgicale, là, c'est quoi les grandes étapes là, de la résection d'un adénocarcinome de la tête du pancréas? Oui, bon, première étape, c'est comme toute chirurgie de cancer, on évalue à être sûr qu'il n'y a pas eu progression, être sûr qu'il n'y a pas eu de métastase à distance. Il va y avoir jusqu'à 17% pré-op qu'on va découvrir des métastases malgré le fait que le bilan pré-op était négatif, ce qui nous fait reculer une fois qu'on l'aura prouvé, évidemment. Sinon, ensuite, on va aller faire la résection standard. Si on parle de la tête du pancréas, donc on fait une duodéno-pancréatectomie céphalique. Là, il y a le choix de garder ou pas le pilar selon la localisation du cancer. Personnellement, j'ai fait le choix de jamais garder le pilar. La majorité des études n'ont pas franchement démontré d'avantage au niveau des complications à le garder ou pas. Donc, ça vient plus une question éditoriale. On échange un peu de dumping pour un peu plus de gastroparésie. Il n'y a pas de grosse différence. Bref, moi, je le garde pas. Je fais toujours pareil. Ensuite, le plus important, ou ce qui a le plus changé entre quand j'étais résident puis quand j'ai fait mon fellow puis je suis devenu patron, c'est le protocole de LEAD. Donc, un protocole qui avait prouvé que nos marges artères, veines, quand ils étaient bien étudiés, étaient beaucoup plus positives, c'est-à-dire beaucoup de marge R1, contrairement à ce qu'on pensait, puis ça impacte fortement le pronostic. Donc, comment on procède au niveau chirurgical? On va toujours aller dénuder toute la veine mésentérique, toute la veine porte, pour ensuite tomber en déroulant tout ça, à tout dénuder l'artère mésentérique supérieure pour libérer le processus inciné complètement. Donc, puis en termes de reconstruction? Oui, la reconstruction, ensuite, on va aller reprendre une anse Grael, tout juste post-traite, qui a été coupée, qu'on va aller remonter en transmésocolique dans la fenêtre avasculaire à droite de la colique moyenne pour faire une pancréatico-jéjunostomie terminolatérale, ensuite une hépatico-jéjunostomie terminolatérale. On laisse passer 50 cm, puis on va faire la gastro-jéjunostomie, plus ou moins jéjunostomie d'alimentation. Avec le protocole ERAS, on en fait de moins en moins souvent là, des jéjunostomies d'alimentation, ce que je faisais toujours quand j'étais fellow, puis qu'aujourd'hui je fais presque jamais. Là, je les garde pour les patients qui s'étaient alimentés très peu pré-op ou pour lesquels j'ai le feeling que le pancréas est très mou, que mon taux de fuite va être élevé, donc plus de gastroparésie. J'ai tendance à faire encore la jéjunostomie d'alimentation pour ces patients-là. En termes de complications post-opératoires, on devrait s'attendre à quoi? Ben, si on parle de la durée de séjour normale ou médiane, surtout de 6 jours, le patient va partir à peu près jour 6 post-op. Les complications les plus fréquentes ou plus attendues, c'est la fuite du pancréas. Là, ça dépend de la qualité du pancréas. C'est à peu près la seule place où c'est bon d'avoir une pancréatite. Là. Les patients qui ont eu un pancréas dur, avec un canal dilaté, le taux de fuite va être de beaucoup inférieur à un pancréas normal, tout mou, avec un tout petit canal. Là, le taux de fuite va être plus élevé. Qu'est-ce que ça entraîne une fuite? On laisse des drains, mais ça peut prolonger le post-op. Il peut y avoir une infection, surtout il va y avoir de la gastroparésie assez fréquente. Il y a un certain pourcentage de patients qui devront aller à la maison avec un drain avant qu'on décide de le retirer parce que la fuite est en train de se tarir ou parce que le trajet est maintenant bien dirigé, puis on le retire, puis ça se ferme en arrière.
Sinon, pour ce qui est des fuites biliaires, c'est beaucoup plus rare. Même chose pour la gastrogénostomie, on parle de 3% et moins. Les saignements importants qui nécessiteraient une transfusion, c'est autour de 1%. C'est pas très fréquent. En termes de mortalité opératoire, quel est le standard en 2020? Ouais, moins de 3% à 30 jours. Okay. Donc, c'est 1 à 3% la majorité des études, puis le NSQIP s'entend pour ça aussi. La chirurgie est faite, tu revois ton patient avec ton rapport de pathologie, les indications de traitement adjuvant. Ça, c'est assez facile au final, parce que c'est tous les patients. Donc, adénocarcinome, tout grade, tout stade, ils ont de la chimiothérapie adjuvant, à moins qu'ils aient des conditions post-op qui a fait qu'ils sont pas capables de tolérer parce qu'il y a eu des complications, puis on n'a pas été capable de les donner en dedans de 2 mois. Là, les chiffres sont moins évidents quand tu commences plus tard, mais sinon, c'est tout le monde. Pas de radiothérapie, d'après ce que tu disais tout à l'heure? Aucune radiothérapie en adjuvant. C'est même jugé délétère. Si on prend une cohorte complète de patients opérés à visée curative, quelle est l'espérance de survie à long terme? Oui, ben, c'est une bonne question. Évidemment, ça va dépendre du stade. Si on les prend tous ensemble, on va avoir autour de 30% pour une résection R0 avec de la chimio adjuvante complétée. À 5 ans. À 5 ans. Puis, si on parle d'un patient qui aura une lésion sans métastase ganglionnaire, la survie est à combien? Ben, si on prend, tu sais, le meilleur cas de figure, c'est l'ampulome, puis là, dans l'ampulome, il va y avoir il y en a que c'est du pancréas, il y en a que c'est du duodénum, il y en a que c'est de la voie biliaire. Disons que c'est un pancréas, ampulome, N0, on va remonter ça à 60% environ à 5 ans. OK. Les patients sont suivis souvent, j'imagine, dans leur milieu, ou est-ce que tu suis tous les patients? Donc, le chirurgien qui suivra un patient qui a eu une procédure de Whipple à visée curative, quel est le plan de suivi là, clinique, radiologique, paraclinique? Oui, ben c'est sûr que je garde toujours un œil sur mes patients, même s'ils sont de l'extérieur, mais il est évident qu'à un moment donné, les patients qui viennent de plus loin préfèrent être suivis chez eux. Puis là, je leur envoie toujours un plan de suivi à ce moment-là au chirurgien qui me l'a envoyé, qui comprend de l'imagerie et à tout le moins un bilan hépatique annuel, qui devra être fait à vie pour ce qui est du bilan hépatique. Je préfère toujours surveiller au final l'hépatico-jéjunostomie, puis savoir d'avance si il y a une sténose qui s'en vient pour qu'on puisse la traiter de façon plus efficace. Sinon, ben, s'il y a une récidive, ensuite, il faut encore une fois réévaluer les besoins pour du traitement à ce moment-là de chimiothérapie palliative. Le protocole de suivi radiologique, tu recommandes quoi comme fréquence, comme imagerie? Oui, au moins un scanner annuel. Annuel? Ouais. Est-ce que tu fais d'autres choses à travers ça, échographie ou autre, ou simplement un scan annuel? Exact. S'il y a apparition de métastases isolées, est-ce qu'il y a place au traitement à visée curative? Est-ce que les patients devraient être réévalués? Officiellement, non, il n'y a pas de place. Donc, c'est de la chimiothérapie palliative. Puis, le reste, c'est complètement du cas par cas. Je n'irai pas en résection pour aucun de ces patients-là. Certains patients isolés, que la métastase était unique, puis ça a duré longtemps, on peut réfléchir à des méthodes d'ablation radiologique mais ça reste complètement hors standard. Donc, on peut en rediscuter, mais le standard reste la chimiothérapie systémique seule. OK. Si on revient, mettons, à une autre catégorie de patients, le patient qui est non résécable ou métastatique à la présentation, quelles sont les avenues palliatives? Bien, dans le non résécable, il y a 2 choses. Palliatif, d'emblée, si c'est métastatique. Non résécable, lorsque c'est seulement localement. Là, il faut bien être sûr d'avoir évalué les vaisseaux comme il faut, puis d'être certain que c'est pas une prise en charge qui pourrait être néoadjuvante, puis amener à une résection. Il va y avoir 10 à 20% de patients qui peuvent passer de non résécable à résécable avec le FOLFIRINOX pré-op. Sinon, ben, ça reste que de toute façon, le traitement le plus efficace pour un patient très en forme et jeune, palliatif, c'est du FOLFIRINOX aussi, donc c'est le même traitement. Sinon, on sait qu'il y a un traitement à base de gemcitabine qui peut être donné, qui est plus facilement toléré. Donc, les patients plus âgés ou qui choisissent d'avoir moins d'effets secondaires vont aller vers le gemcitabine, même si on sait que leur survie va être diminuée. En termes de palliation chirurgicale et ou endoscopique, quelle est la place de l'un par rapport à l'autre, puis à quel moment est-ce qu'on introduit ça dans l'algorithme? La palliation chirurgicale a de moins en moins de place. Là. C'est presque toujours endoscopique. Le succès est excellent au niveau endoscopique. La prothèse biliaire est nécessaire, 1, pour le confort du patient, 2, pour pouvoir avoir un traitement
de chimiothérapie, il faut pas que le patient soit ictérique, donc ça prend absolument la prothèse biliaire. Pour ce qui est de la prothèse duodénale pour une obstruction, ben là, ça va au cas par cas. Là. Ça dépend évidemment si le patient est déjà obstrué, on le mettra jamais en prévention de. C'est là où est-ce que chirurgicalement on le fait. Il y avait des études pas mal plus vieilles qu'une fois que tu es au bloc opératoire, puis là tu trouves que c'est non résécable, faire la double dérivation, ça peut être encore appliqué, mais il y a plein d'autres études qui ont très bien démontré qu'on peut simplement fermer puis ensuite amener le patient en endoscopie, puis c'est tout à fait adéquat si on veut pour une double dérivation endoscopique. Dans l'objectif de commencer la chimio plus rapidement. Exact. C'est bon. Fait que ça fait quand même pas mal le tour. Là. Donc, si on... Je ne sais pas si tu avais d'autres éléments là, qu'on n'avait pas traités durant la présentation. Non, pas vite de même. Excellent. Alors, ça complète ce balado sur le cancer du pancréas avec Dr André Bégin, chirurgien hépatobiliaire à l'Université de Sherbrooke. Le comité de DPC de votre association vous invite à rester près de votre téléphone car nous allons vous soumettre au cours des prochains mois d'autres balados tout aussi intéressants. Sur ce, merci et bonne fin de journée.